Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir deux dames tout à l'heure, Sarah Ndiaye et Chana Ndiaye. Bonjour. 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 Vous pouvez même dire OTEP. Oui, OTEP. Et puis plus tard, Barbara Montpierre reviendra pour sa chronique à la rencontre de soi et on va terminer avec Noémie Mille, sa chronique aussi. Je dépose ça là, on verra ça tout de suite. Sinon, l'actualité, c'était le grand blackout hier soir. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'EDF avait coupé le courant et beaucoup d'endroits, ça a été compliqué. On a fait un micro-trottoir pour savoir un peu le pass vaccinal, ce que vous en pensez. Mais on aura les réponses tout à l'heure. Le clip de sécurité routière avec les écoliers de Pierre Mathieu, c'est Olivier Félix qui est rendu sur place, c'est dans le domaine de l'éducation. Et puis on ira faire un petit tour en Paracanaoé, à Pointe-à-Pitre avec Vianney Valder. Regardez, c'est sous la mer. Ce sera aussi intéressant. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous aussi souvent et de façon régulière. Surtout qu'on reçoit des personnes intéressantes. Alors, Sarah Ndiaye, elle est la patronne de Guadaliwood. Exactement. Voilà. Alors, Sarah, qu'est-ce que c'est exactement Guadaliwood? Alors, Guadaliwood, donc, c'est une plateforme shoot and stream, en fait, que nous avons développée à partir d'un constat. C'est-à-dire que nous avons remarqué que les cinéastes ont certains soucis, certaines difficultés donc, pour pouvoir mener à bien leur projet. Nous avons analysé ces difficultés et puis à partir de là, effectivement, nous avons développé cette plateforme, donc shoot and stream, tout un an, qui permet effectivement aux cinéastes de pouvoir présenter, valoriser leur projet et de créer, de présenter ce qu'ils ont déjà fait et de présenter leur futur projet aussi. Alors, je vais laisser Chana surtout présenter cette plateforme puisque c'est véritablement Chana elle. à l'initiative de cette plateforme. Exactement, c'est une jeune cinéaste aussi. Et donc, Oui, donc Guadaliwood TV, c'est une plateforme shoot and stream. Donc qu'est-ce qu'une plateforme shoot and stream? Donc c'est une plateforme de streaming 100% afro-caribéenne qui vous permet, dans un premier lieu, de pouvoir visionner vos films, mais aussi d'apprendre les bases du cinéma, de participer à des tournages et aussi de pouvoir diffuser les films sur cette même plateforme. Ce qui veut dire que c'est vraiment une plateforme tout en un pour pouvoir à la fois visionner des films, les créer et les diffuser. Oui, alors concrètement, oui d'accord, ça c'est de la théorie, mais pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc pratiquement ce qui se passe, c'est que lorsque vous venez sur la plateforme, vous voyez plusieurs films. Oui. Vous pouvez aussi contacter les réalisateurs qui ont créé les films, savoir quelles sont leurs actualités, participer à des challenges et aussi pouvoir postuler à différentes annonces de casting qui sont disponibles sur la plateforme. Alors, imaginons par exemple quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui voudrait, qui a un projet de film. Oui. Quelle est la démarche qu'il doit entreprendre vis-à-vis de Guadaliwood? Donc, sur la plateforme, nous avons un réseau social intégré qui s'appelle le Creator Space, sur lequel vous pouvez envoyer vos actualités, vos annonces et vos castings. Donc, si quelqu'un a un projet, vous pouvez envoyer une vidéo de vous en train de parler de vos projets. Vous pouvez demander qui, par exemple, si vous cherchez des réalisateurs, des cadreurs, des techniciens, etc. Donc, vous parlez de votre projet, vous la décrivez et vous postulez vos annonces. Oui, mais alors si, par exemple, moi j'ai un projet, mais je ne sais pas écrire le scénario. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça qu'on a une section se former, sur laquelle il y a donc, plusieurs formations, des challenges à court terme et des initiations pour tous ceux qui ont envie de se lancer. Donc, par exemple, si vous avez envie de vous lancer et que vous êtes acteur, il y a par exemple un challenge qui se nomme 5 jours pour faire ta démo d'acteur que vous 5 pouvez jours pour faire ta démo d'acteur. Sa démo d'acteur. Pendant 5 jours, on se transforme en acteur. Exactement. Avec des bases essentielles. Voilà, avec des bases, des conseils de base pour pouvoir facilement déjà appréhender le métier de l'acting et facilement commencer à faire ses premières démos. Et donc, après avoir fait ce challenge, vous pourrez par la suite facilement postuler pour les annonces qu'il y a sur les sites. On m'a pas répondu pour mon scénario. Alors, pour le scénario, donc je reprends la parole. Donc, pour le scénario, donc effectivement, je suis scénariste, je suis passionnée de cinéma, j'adore lire des scénarios. Donc, je fais tout ce qui est relecture, correction, donc script doctoring. Oui. Et effectivement, si vous avez un scénario, vous vous inscrivez donc sur le réseau social Creator Space, vous nous envoyez votre scénario et à partir de là, je vais faire la lecture, la correction et voir un petit peu comment vous accompagner donc par rapport à ce projet. Bon, alors là, on est arrivé au stade du scénario. Oui. Après, ça c'est l'écriture. Oui. Deuxième étape. Alors, l'étape suivante, bien sûr, donc c'est de commencer à recruter son équipe, donc chercher ses techniciens, faire son casting en fait, toujours bien sûr sur la plateforme.
par rapport au réseau social où effectivement il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des techniciens qui sont inscrits. Donc globalement pour qu'on comprenne bien, Très bien. Une équipe de réalisation, c'est combien de personnes à peu près? Ça va de quoi à quoi? Oh, ça dépend, c'est-à-dire que... Est-ce que juste un caméraman pour le son ou bien... Voilà, donc, après ça dépend vraiment, c'est-à-dire que ça dépend si c'est du long métrage, du court métrage, du documentaire, ça dépend aussi quels sont les moyens, quels sont le budget, mais il faut compter une équipe minimum. On va partir en termes de minimum. Il faudrait 2 cadreurs, il faudrait un ingénieur du son minimum. Après, donc bien sûr le réalisateur, avec tout ce qui concerne le montage, la post-production, donc ça c'est après le tournage. Donc au niveau de l'équipe technique. Dans l'affaire. En général, le scénario, c'est, alors selon un petit peu, on va dire, les lois françaises et un petit peu comment ça se passe en général. Donc en France, les scénaristes arrivent en début de projet. Oui. Et après, effectivement, c'est le réalisateur qui reprend le projet. Le producteur, il est où? Le producteur, il est avec le réalisateur. Il est avec le réalisateur. Donc c'est différent par rapport aux États-Unis. En général, aux États-Unis, c'est différent. Donc quand tu es scénariste, par contre, tu deviens directement producteur donc, du film, en fait. Et effectivement, c'est toi qui fais les démarches pour pouvoir porter ton projet. Donc il faut savoir qu'avec la plateforme, on peut faire les démarches en tant que réalisateur, aussi en tant que scénariste. Oui. C'est véritablement, on va dire, un nouveau système qu'on souhaite mettre en place, qui est totalement ouvert, où en fait les gens peuvent collaborer d'une autre façon. Alors la plateforme, elle est ouverte à qui? Elle est ouverte à tout le monde, à toutes les personnes qui s'intéressent au cinéma. S'intéresser au cinéma, avoir de l'expérience ou pas, vouloir se former, vouloir découvrir, vouloir regarder des films. Du moment qu'on s'intéresse au cinéma, en fait, on a vraiment voulu rassembler tout ce qui peut intéresser des personnes. Il y a déjà des films sous la plateforme? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à l'heure, on va vous montrer la petite vidéo pour vous présenter quelques bandes annonces des fictions qui sont déjà sur la plateforme. Donc, il faut savoir que c'est véritablement une plateforme afro-caribéenne, puisqu'effectivement, je parlais tout à l'heure des difficultés. C'est pas Netflix, hein? Pas du tout. On plonge dans l'univers du cinéma afro-caribéen. Voilà. Et donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a des fictions donc, qui viennent de certains pays d'Afrique, y compris des Antilles. Et donc nous, notre objectif, c'est véritablement, donc on fait un appel à film. On veut véritablement que tous les cinéastes, donc qu'ils soient africains, du Sénégal, du Mali, qu'ils soient antillais, Guadeloupe, Martinique et compagnie, les territoires d'outre-mer, ou même n'importe où dans le monde en fait, du moment qu'ils sont cinéastes et qu'ils sont afro-caribéens ou que leur film aborde, on va dire, une situation que l'on retrouve. Alors, s'ils sont indo-caribéens? Oui, tout à fait. Ah, ça passe quand même? Ça passe quand même. Ah, d'accord. Ça passe quand même. Puisqu'en fait, le constat, c'est véritablement qu'il y a certaines personnes qui sont pleines de talent, qui font des œuvres et qui ont du mal en fait à être diffusées et qui ont du mal, même si elles sont primées, même si elles sont sélectionnées dans les festivals, qui ont du mal pour leur prochain projet. Donc c'est véritablement quelque chose qu'on retrouve, on va dire, au niveau des Caraïbes, au niveau de l'Afrique et dans d'autres pays. Et en fait, toutes ces personnes-là, la plateforme a été créée véritablement pour ces personnes. Alors, donc si vous avez un film, donc je lance un appel à film. Voilà. Oui, non, je ne sais pas s'il faut regarder, en fait, c'est par là. Oui, c'est là. Ouais, voilà. La caméra, elle est là. Ouais, voilà. Je lance un appel à film. Vous êtes cinéaste, vous êtes battu pour créer votre film, vous avez tout donné parce que vous aviez un message à faire passer, vous vouliez partager quelque chose. Voilà. Et vous avez peut-être été sélectionné, peut-être que vous avez projeté, peut-être que vous avez été primé, mais votre film, en fait, il est là. Contactez-nous, on va le diffuser sur notre plateforme, on va vous valoriser et notre objectif c'est véritablement de vous accompagner pour vos futurs projets. Voilà, donc un appel à film, je passe il y a une adresse, un contact? Guadaliwood.tv. Oui. Vous avez tout sur Guadaliwood.tv, le fameux réseau Creator Space. Oui. Donc je passe cet appel donc, au niveau des Antilles, au niveau de la France et aussi au niveau de l'Afrique parce que je sais qu'on regarde Canal 10 en Afrique. Ah bon? Oui. Certains de mes cinéastes, un petit coucou aux cinéastes qui sont sur la plateforme, je sais que vous regardez. Oui. Donc je pense à vous. Donc voilà, donc je sais que vous nous regardez. Envoyez-nous vos films afin que on puisse faire vivre cette plateforme, on puisse valoriser le cinéma afro-caribéen et voilà, qu'on puisse avoir ensemble des projets ambitieux. Alors comment Guadaliwood travaille-t-il avec les festivals qui se font en Guadeloupe? Parce qu'il y a j'ai compté au moins 6 festivals de cinéma entre FEMI, Monde d'ailleurs, etc., etc. Voilà. Alors, quelle est la connexion? Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait de connexion. On est véritablement en train de mettre en place les outils. Donc on va dire cette plateforme. L'année dernière, nous avons notamment travaillé sur l'application Black Art Fair, qui est une application pour faire du cinéma, et sur la plateforme initiationcinéma.com, qui est une plateforme pour découvrir le cinéma et apprendre des notions, ses premières notions de base au niveau audiovisuel. Donc c'est vrai que là, on n'a pas encore fait la démarche au niveau des festivals. Donc si effectivement au niveau des festivals, n'hésitez pas à nous contacter, on est totalement ouvert. C'est vraiment qu'on est un petit peu bousculé, mais cette démarche, on a l'intention de la faire. Je me retourne vers Chana, qui est une jeune réalisatrice aussi. Oui. Alors, vous avez déjà réalisé quoi?
Alors, j'ai commencé lorsque j'avais 12 ans avec mon premier court-métrage intitulé Christy, oui, que j'avais fait lorsque j'étais au collège. Oui. Il est passé au festival du jeune cinéaste et il a été diffusé au Rex. Oui. Par la suite, j'ai travaillé sur le documentaire En temps serein, la Guadeloupe sous le régime de Vichy, Oui. qui était primé au Festival international Cinestar 2019. D'accord. Et j'ai aussi travaillé sur mon court-métrage, mon premier court-métrage, enfin mon second court-métrage, Un ailleurs présent, Oui. qui a été primé et sélectionné dans plusieurs festivals. Alors justement, on va regarder un peu des bandes annonces, c'est ça? C'est Tout des à fait. teasers. Tout à fait. Alors, Ce sont les fictions qui sont sur la plateforme. Oui, la bête noire. Oui, ensuite. Alors on va les diffuser en réel, qu'on voit un Voilà. petit peu. Et après, si vous voulez, je vais discuter un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons mener une révolution. L'Afrique ne nous pardonnera jamais si nous n'agissons pas aujourd'hui. Nous devons remettre tout en cause. Tout ce que nous avons hérité de la colonisation. Tout. Je me nomme Ewane. Je suis un Africain vivant sur une terre africaine. J'ai 40 ans, diplômé sans travail depuis beaucoup d'années. Je n'ai ni femme, ni enfant, et je n'ai ni support quelconque. Ils m'ont dit d'avoir la foi, de prier, d'espérer, mais rien. T'inquiète, bro. Je l'ai mise de côté. Pour de bon cette fois-ci. Là, je me concentre sur ma musique et rien d'autre. Je suis prêt à tourner la page. Ah ouais, t'es pas tourné la page. Ouais, grave. Ah ben ça tombe bien. Le cousin de mai va nous passer à Villa, on va prendre l'apéro là-bas. Donc j'aurais aimé que tu viennes. Ce soir? Ouais, ce soir. Je crois qu'on m'appelle. Allô? Ouais, papa. T'inquiète, j'arrive. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux ou exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi, leur bouche folle, sans mentir, moi-même d'un mot. Quand m'ont raconté dans le matin qui Jean Roland était avec nous avant le sorti. Matin ici dans le tout petit détail compté. Oh, va paraître différent, je sais. Tant que chaque matin, il était avec nous dans la cour. Ouais. Hôtel du Gambourg. Chambre 207. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, on vient d'avoir un petit coup d'œil, au moins 7 ou 8 films. Oui, 7 films. Ouais. 7 films. Et ces films-là sont disponibles sur la plateforme. Totalement. Oui. Vous pouvez les découvrir sur la plateforme. Donc, vous avez donc notamment, nous avons vu donc les extraits. Vous avez La Bête Noire, Panafricain la Bête Noire, de Sergen Skabika Bachonga, donc qui est un film militant que je recommande. C'est-à-dire que je l'ai vu et véritablement en fait le message qui est apporté par ce film est véritablement, on va dire, en relation avec ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, avec l'actualité sociale guadeloupéenne. D'accord. Voilà. Et donc le film Ella Renaissance de Mpondo Doumbé est effectivement aussi un film militant, c'est-à-dire que c'est important en fait, je pense,
au niveau du cinéma afro-caribéen, de se rendre compte que nos préoccupations, nos situations, ce sont les mêmes qui sont vécues ailleurs. Et donc, effectivement, ces deux films militants, La Bête Noire, Panafrica et là, La Renaissance, ce sont véritablement des films en fait, qui nous mettent... on se rend compte que voilà, ceux qu'on vit ici, ils vivent la même chose en Afrique et que voilà, il y a une réflexion à avoir, peut-être plus globale. Voilà. Donc, nous, cinéastes, on se rassemble en fait pour pouvoir, on va dire, amener un certain point de vue et peut-être faire le lien. Voilà. Et donc, vous avez aussi Raccompagne-moi de Reynad Sunset, qu'on va voir tout à l'heure en fait, hein, c'est un réalisateur guadeloupéen qui a beaucoup de projets et notamment qui va nous présenter un de ses projets tout à l'heure. Nous avons Papa, If tu seras un homme, mon fils. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Nelly Francillette, qui est une jeune réalisatrice guadeloupéenne, notamment qui a été primée donc, en même temps que Chana Ndiaye au Cinestar en 2019. Voilà. Et voilà, qui a aussi beaucoup de projets. Nous avons Roland, donc c'est un polar haïtien de Camille Moïse en fait. Donc effectivement avec tout ce côté on va dire polar, enquête policière, voilà. Donc c'est véritablement aussi très très intéressant. Nous avons Ma fille et moi de Côte d'Ivoire, de Dieudonné Tchani, qui est un drame social. Donc ce film en fait Ma fille et moi, nous avons véritablement choisi on va dire des fictions qui sont en relation avec notre réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces films, on est vraiment dans l'univers afro-caribéen, on parle de nous, on parle de ce à quoi on réfléchit, ce à quoi on pense, ce qu'on vit, en fait. Et donc, Ma fille et moi, donc de Dieudonné Tchani, c'est un film, effectivement, qui a une certaine réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver un petit peu dans ce film. Et pour finir, nous avons Jalousie mortelle, qui est un thriller dramatique, qui a été réalisé... Ça dure combien de temps, à peu près, Jalousie mortelle? Je me souviens plus. Oui, c'est un court-métrage, ça dure entre 25 minutes. Il me semble que c'était 24 minutes. 24 minutes? Oui, attention, parce que... Bon, elle a dit 24. 24 ou 25? Ouais, non, elle a dit 24. Non, mais... ça doit être 24. Ça va être 24? Bon, allez, on prend 24. On le prend à 24. Donc, Jalousie mortelle, qui est un court-métrage, hein, donc dramatique, un thriller dramatique, qui a été réalisé par moi. En fait. Oui, je suis cinéaste. Ah non, mais je croyais que vous étiez scénariste. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Scénariste, on va dire, c'est ma première passion. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, très rapidement. Je peux écrire un court-métrage en 3 heures. Et donc, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié. Donc, je répète, je peux écrire un court-métrage en 3 heures. Je suis scénariste. Envoyez-moi vos scénarios. Comme ça, on fait ce qu'il faut pour en faire des films et les mettre sur la plateforme. Donc, voilà. Et je suis aussi réalisatrice. Je suis aussi monteuse. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Et donc, effectivement, cette fiction Jalousie mortelle avait été sélectionnée au Festival Prix de Cours. Moi, effectivement, j'aime beaucoup aborder des sujets en fait où on parle des femmes, de ce qui leur arrive. Donc cette fiction Jalousie mortelle, on va dire, on aborde un petit peu le thème du féminicide. Jalousie mortelle. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Il y a des projets dans l'air en ce moment? Alors il y a énormément de projets donc, au niveau de la réalisation de fiction. En Guadeloupe ou bien à l'étranger? En Guadeloupe véritablement, puisque on veut vraiment que le cinéma guadeloupéen, il a beaucoup de potentiel, on a de magnifiques paysages, on a des acteurs, on a tellement de ressources en fait que c'est vraiment... des scénaristes et des réalisatrices. Voilà. Donc, alors, on a beaucoup de projets. Guadeloupe se porte bien? Guadeloupe se porte bien. L'année a super bien commencé. On est vraiment... Et en plus, toute cette ouverture et tout avec le milieu afro-caribéen, et il y a vraiment beaucoup de liens qui se font. C'est vraiment quelque chose de magique et de magnifique. Et je remercie tous ces cinéastes en fait, qui nous font confiance pour pouvoir promouvoir leurs films. Voilà. Bien. Ben, écoutez, on vous remercie pour... c'est déjà fini? Il y avait autre chose à ajouter? Non, le temps est passé. On a eu quand même un bon panel de ce Mais alors, la deuxième partie de la vidéo, est-ce que c'est possible de voir? Juste non, pour finir. Il me dit non. Oh non, il nous a fait ça. Okay. Il essaie de voir. Si oui, juste la deuxième partie. C'est pas encore possible? Il est en train de voir si... S'il te plaît. Bon, si c'est possible, on verra. Si c'est possible. Bon. Parce qu'effectivement, voilà, pourquoi la deuxième partie, c'est effectivement... Non, c'est pas possible. Ah mince, ok. Bon, de toute manière, on a vu quand même un bon panel de ce que vous faites. Bah dans ce cas-là, on devra revenir pour pouvoir expliquer la suite, hein, puisque... Voilà. On n'a pas pu tout dire, là. Vous avez eu vos 20 minutes, comme prévu. C'était court. Et, oui, c'était court, c'était un court-métrage, voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup dans tous les cas. Merci pour cette invitation. Comme c'est le jour, on vous souhaite bon anniversaire. Merci.
Oui. Oui, c'est mon anniversaire. Je rajeunis de jour en jour. Apparemment. 12h53. On va rapidement savoir ce qui s'est passé hier soir avec le blackout de l'IDF. Grégory Laps était sur place. On regarde ce reportage. Hier, donc aux environs de 17h, on a eu un incident technique majeur sur la centrale de production d'EDF à Jarry, qui alimentait alors de l'ordre de 110 000 clients sur l'ensemble de l'archipel. C'est un incident technique, une avarie sur le circuit d'air comprimé qui a effectivement induit l'arrêt de la centrale. Alors, ce qui a été fait, c'est un arrêt progressif des groupes, de façon à éviter de mettre en fragilité l'ensemble du secteur électrique. Donc on avait 7 groupes de production qui étaient en fonctionnement et qui délivraient de l'ordre de 110 MW. Et la production a été réduite à 45 MW. Donc on a 4 groupes en fait qui ont été arrêtés successivement et lentement, de façon à éviter d'avoir un incident généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc pendant cette période d'arrêt, on a dû effectivement délester un certain nombre de clients, donc à peu près 100 000 clients sur l'ensemble du territoire. Ça s'est fait en l'espace d'1 heure. Et ensuite, on a eu 2 heures pour retrouver l'ensemble de la production, c'est-à-dire remettre en service l'ensemble des groupes qui étaient indisponibles. Là, c'est vraiment un concours de circonstances. En même temps, on était au moment de la prise de charge. L'incident est arrivé vers 17h, 17-18h, et effectivement, c'est un moment où on évoluait vers une augmentation de la consommation de l'île. On évoluait vers la pointe de consommation de la journée qui était située autour des 20h pour 210 MW. Et avec ces pratiquement 90 MW en moins, on était obligé de délester, mais de manière préventive. L'idée, c'était préserver l'ensemble des alimentations importantes, telles que le CHU, l'aéroport, etc., et éviter d'avoir un effondrement global de l'ensemble du système. Alors, il y a une bonne dizaine d'équipes qui ont été mises à disposition, aussi bien sur notre centrale de production diesel, mais aussi sur notre centrale de production à base de turbines à combustion, aussi bien sur la gestion de l'ensemble du système électrique, notre centre de contrôle qui est situé ici à Bergevin et qui a permis effectivement de retrouver très très rapidement, donc au bout de 2 heures, l'ensemble de l'alimentation électrique du territoire. Je souhaiterais présenter nos excuses auprès de l'ensemble de notre clientèle pour la gêne occasionnée par cette délestage, remercier les équipes techniques qui se sont mobilisées pour qu'on retrouve très très rapidement une situation normale, une situation d'alimentation normale, et remercier nos clients aussi, parce que bon nombre d'entre eux ont su réduire leurs charges, leur consommation, de façon à préserver l'équilibre du système électrique. Le courant est revenu et nous sommes aussi revenus sur le plateau. Les 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Barbara qui est déjà là. Et un peu plus tard, Noémie. Mais pour l'heure, c'est la première pause. C'est parti. Voilà, il est exactement 13h03. On a plaisir à retrouver notre Barbara nationale. Bonjour. Nationale. Bonjour, Danick. Bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien, l'année toi? a bien commencé? Eh bien, il le faut, quel que soit. Voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience. Exactement. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient un petit peu à l'actualité. Micro-trottoir, adaptation du pass vaccinal en Outre-mer. La question a été posée dans la rue par Maxime Morel et Stanley Manicor. Résultat et réponse. Vu comment les circonstances se déroulent, donc je pense que ça va être, ça va toujours être en vigueur. Et puis tôt ou tard, moi je pense qu'on va se faire vacciner, tout le monde va se faire vacciner. Ici en Guadeloupe, je pense qu'en tous les cas, les gens vont réagir pour l'obtenir. Après, est-ce qu'on l'obtiendra ou pas, ça c'est toujours la même question. Je pense que la seule adaptation qui puisse s'entrevoir est liée au fait qu'il y ait très très peu de personnes vaccinées en Guadeloupe. Et à cet égard, il appartient aux autorités de mettre en place ce qui est nécessaire. Ils ont déjà essayé de lutter contre, ça passe. J'espère surtout que la métropole aussi va peut-être se réveiller pour que ce ne soit pas encore la Guadeloupe que l'on montre comme les revendicateurs, alors que c'est pour moi normal. On sera dans l'obligation, en fait. On essaie de faire, on dit que c'est pas obligation vaccinale et tout, mais comme on dit dans les médias, quand on vous empêche comme là, il y a un restaurant asiatique, je savais même pas, je vois que c'est écrit le pass sanitaire requis. Donc du coup, je peux pas manger, donc là, je vais chercher un autre endroit pour aller manger. Je vois difficilement comment une mesure législative adoptée en termes de loi puisse faire l'objet,
sur quelque territoire que ça soit, d'une adaptation quelconque, sans passer par la phase législative. Il faut le dire clairement, que le gouvernement veut qu'on se fasse vacciner, qu'on le veuille ou pas, il faudra le faire. Oh, c'est possible qu'il cède pour ça, hein, puisque la dernière fois que notre ministre s'était déplacé, il avait lui-même parlé d'autonomie et donc avoir... c'est envisageable, je ne dis pas non, je dis pas... C'est possible qu'il cède, peut-être pour être un peu plus tranquille. C'est vrai que la cause, elle est là, je comprends et je la soutiens aussi, mais l'État ne va pas lâcher prise comme ça. On est tous responsables, donc à nous de rester et de faire des gestes convenables, on va dire, et ça va aller, ça va aller. Voilà, ça va aller, c'est un petit peu le sens un petit peu des réponses guadeloupéennes, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore totalement acquis à cette question. Alors, l'autre problématique qui se pose en Guadeloupe en ce moment, c'est la sécurité routière. Effectivement, l'année dernière, on l'a vu, 65 morts dans une région où il y a à peu près 385 000 personnes, 65 morts, c'est beaucoup, beaucoup trop. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est l'herbe au volant? Est-ce que c'est le fait que les routes sont en mauvais état? Est-ce que aussi parce que nos chauffeurs conduisent trop vite et de façon imprudente? En tout cas, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la prévention. La prévention, elle commence d'abord dans les écoles. Clip sécurité routière dans les écoliers, Pierre Mathieu, Olivier Félix était sur place. C'est un projet qui regroupe toute la communauté éducative, puisqu'on a bien entendu les parents d'élèves, on a l'équipe pédagogique, on a les AESH, donc on a un peu tout le monde. Ça me fait plaisir, c'est pour inciter les adultes, les gens au volant à ne pas faire de bêtises sur la route, à ne pas faire n'importe quoi. En tant que parent, si vous voulez que vos enfants soient des adultes, des conducteurs responsables, il faut déjà commencer par vous-même. Pourquoi? Parce que les enfants, ils imitent nos propres comportements et puis ils se construisent aussi à partir de ce qu'ils entendent, de ce que nous disons sur la route. Je suis très contente de pouvoir faire passer le message. Comme ça permettra d'avoir un petit peu moins d'accidents sur les routes. Les enfants étaient très émerveillés et là, je pense qu'ils sont très contents. Et nous aussi, nous les adultes, nous en sommes très contents, puisque c'est un message que nous voulions porter aux enfants, mais aussi aux adultes, puisque nous avons trop de morts. La chanson qui a été écrite par Madame Borval Sandrine Lérémont, qui est enseignante à la conduite. La chanson, elle nous rappelle qu'il y a des situations stressantes, comme par exemple quand on est en retard, quand par exemple on veut décrocher le téléphone parce qu'on pense que l'appel il est vraiment urgent. Eh bien, ces situations spécifiques nous font perdre de vue le risque. Notre perception du risque, elle est plus altérée en ce moment, plus que jamais, et on va avoir dans ces situations justement spécifiques des comportements qu'on n'aurait jamais eu en temps normal. Un bon matin ou lever tard, ou t'es pressé ou t'es en retard, ou décider pas marier moi, ou dépose moi en l'école là, on trouvait ça super génial, et y a même pas un mental normal, mais l'on fait des façons brutales, des temps moins connus, ça fait moins mal. Et malheureusement, hier soir, au Moule, un accident, il y a eu un accident grave, un homme est mort, et tout à l'heure, à Pointe-à-Pitre, un garçonnet a été renversé par un véhicule. C'est dit encore que la question de la prévention, de la sécurité sur les routes est devenue facteur essentiel. Donc, faites attention à autres, faites attention à Mounka Roulé, faites attention à ces motocyclistes-là et aussi à ces cyclistes-là, parce que ce sont des gens vivants, ils n'ont pas envie de mourir sur la route. Bien, alors, tout de suite, 13h09, on revient vers Barbara, script de la chronique à la rencontre de soi. Tout de suite, le générique de la rencontre de soi. C'est parti, et Barbara est là, elle n'est pas partie.
Bonjour, Barbara. Bonjour, Dani. Alors aujourd'hui, la résilience, ce chemin vers la liberté. Exactement. Alors tout d'abord, j'en profite pour saluer les téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez eu le temps de prendre soin de vous, que vous allez bien malgré le contexte très, très, très difficile. Très particulier, très anxiogène, comme on dit. Hein? Exactement, très anxiogène, tout à fait. Alors, pour nous, en fait, au mieux par rapport à ce contexte, c'est compliqué de plus en plus de traverser toutes ces épreuves. Comment on peut faire pour tenir? Eh bien, écoute, c'est déjà très difficile. Hein? On a une réaction normale. J'ai eu l'occasion de faire une chronique sur la réaction par rapport au choc. J'en ai parlé d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. On avait vu pas mal de choses, hein? Notamment aussi la courbe de changement avec les différentes étapes que nous pouvons traverser. Mais il est vrai que nous avons des réactions physiologiques qui sont normales face aux difficultés, face aux traumatismes, face aux chocs, qui peuvent aussi à long terme nous jouer des tours quand on ne passe pas certaines étapes. Ça, c'est un fait. Hein? On parlait de la colère, par exemple. Quand on est aussi dans le déni, eh bien, ces choses-là vont provoquer chez nous des réactions physiques, hein? Des réactions physiques, et au-delà, même mentalement, provoquer certaines fois des lésures qui feront qu'on aura du mal à avancer, à cheminer. N'est-ce pas, Danick? Alors, oui, alors, mais le problème qu'il y a, c'est comment ne pas être totalement révolté par tout ce qui se passe et comment on peut éviter, passer à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, la première chose qui va être intéressante de savoir, c'est pourquoi. C'est vrai que face à une situation de traumatisme, de choc, et puis là, on est en plein dedans, hein, ça n'arrête pas. Il faut dire ce qui est, le contexte est compliqué pour tout le monde, même si on en parle et on en reparle, et justement, ça aussi, c'est anxiogène. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire que je vais réagir à une situation qui se présente. Ça peut être il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'ego qui va réagir, hein, parce que soit j'ai été blessée, j'ai été choquée, voilà, je me suis sentie trahie, en fait, toutes les raisons, hein, donc ce qui me fait rebondir sur les blessures de l'âme, rapidement, hein, donc que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, et puis on pourrait aller plus loin sur la société antillaise, notamment sur le rejet et l'abandon. Mais en fait, ce sont des choses qui nous imprègnent, qui imprègnent l'âme et qui vont faire qu'on va avoir une réaction particulière face à une situation qui va se présenter, voire même déformer notre perception de la réalité. Il va y avoir aussi des croyances limitantes par rapport aux choses qu'on a pu vivre. Et bien, ces choses-là qui nous imprègnent, qui en quelque part nous ont construits, nous ont accompagnés, vont être autant de facteurs qui vont provoquer en fait une forme de résistance. Voilà, on va se contracter, se résister, et même physiquement, on aura des réactions qui vont montrer que, attends, en debout, tu vois, donc il y aura même des réactions physiques. Ça peut aller jusqu'à la colère. Mais au-delà même de la colère, et bien plus, hein, on connaît tout ce qui va entraîner même des actions de violence en quelque part. Et puis aussi, il y a ce besoin, il peut y avoir aussi le besoin de sens qui peut ne pas être aussi assouvi, des questions, et puis le fait de rester dans l'incompréhension, eh bien, ça fera qu'on sera dans une espèce de cercle vicieux mental, voilà, une réflexion qui va entraîner des ascenseurs émotionnels, des moments up, des moments down, parce qu'on n'aura pas passé le cap justement de l'acceptation pour être dans l'efficience. Alors, je vois parfaitement. Alors, comment arriver donc à cette résilience dont tu parles? Alors, déjà, tu sais que j'aimerais bien qu'on puisse mettre la définition, voilà, parce que ça, c'est important, en fait, de savoir de quoi on parle. Alors, hein, donc, bien sûr, la résilience, le chemin vers la liberté. On va voir maintenant la définition. Voilà, donc là, j'ai pris le Larousse. Hein. Donc, la résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Et alors, j'ai bien aimé ensuite la deuxième définition, hein, capacité d'un écosystème, voilà, etc., d'un groupe d'individus, population, etc., à se rétablir après une perturbation extérieure. Bon, on est en plein dedans, on vit constamment des perturbations, n'est-ce pas, Danick? Tout à fait. Alors ça, il y en a au niveau social, au niveau politique, au niveau sanitaire surtout. C'est ça. Même dans la relation humaine aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Mon père me dit bonjour. C'est ça. Si tu comme ça, on n'embrasse plus les gens. On a peur que quelqu'un tout seul, il date mes confinements sur le côté, etc. Donc ça, effectivement, ça a perturbé beaucoup la relation. Et voilà, sans compter la question, bon, on n'est pas là pour faire ce type de débat, mais vax, anti-vax, etc., ça a vraiment changé notre rapport avec l'autre. Ah oui, alors ça aussi, ça c'est un autre débat, ça c'est les pour et les anti-vax dans la même famille. Les gens qui sont pour la vaccination ou contre la vaccination, ça crée des tensions. C'est ça. Ah ouais, comment on peut vacciner alors, mais il n'y a pas vacciner, moi ça ne va pas intéresser moi. C'est ça. Et donc ça crée des tensions. Des tensions. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir arriver justement progressivement à faire taire toutes ces tensions? Eh bien, écoute, alors c'est un long cheminement et puis ça demande aussi d'être en accord avec soi-même et ça demande de la volonté. Voilà, on va parler de discipline.
Voilà. Il y a la volonté, la motivation et la discipline, je dirais, qui est la chose première. Et avant de parler de discipline, rapidement, j'aimerais aussi qu'on puisse définir la résignation. Parce que quand on parle de résilience, et souvent quand on parle de résilience, on a un côté négatif. À moi, des gens vont peut-être réagir de façon négative. Mais c'est important de donner du sens. Donc, on est bien d'accord que résiliation, ce n'est pas la résignation. Résignation, c'est le fait de se résigner, de supporter, sans protester quelque chose de pénible, d'inévitable. Enfin, en gros, c'est une fatalité. Renoncer à la limite même. Quand on les fait, l'évitable est changé. Voilà, mais ça provoque quoi? Ça va provoquer un mal-être, une frustration qui va grandir, des émotions, des frustrations, des choses négatives qui vont avoir un impact même ensuite sur la santé. Donc, ce n'est pas bon non plus. Finalement, en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on puisse prendre ce temps-là. Et on va parler justement de prendre le temps de pouvoir accepter ce qui se présente devant moi, mais ça demande un temps. Ça demande différentes étapes que je vais suggérer. Évidemment, voilà, en peu de temps, ce n'est pas quelque chose qui se travaille, mais ça donnera des pistes. On a un petit peu de temps, oui. Voilà, mais vraiment, la première chose que je dirais, donc ça aussi, j'ai tenu à l'inscrire, puisque comme ça, les téléspectateurs pourront voir qu'est-ce qu'elle va être justement la petite checklist que je propose, si on peut la mettre. Voilà, donc j'ai l'habitude de parler à chaque fois des 4 R, n'est-ce pas? Voilà. Je baisse la tête, je ne dis rien. Tu baisses la tête, mais non, mais tu as retenu, parce que tu le fais certainement. Voilà, on est vraiment, et si on le voit, on est rapidement, donc avec cette quick list, on est sur, même si je parle de la rapidité, on est sur le fait de prendre du temps pour soi. Tout à fait. Prendre du temps pour soi, c'est de plus en plus essentiel parce que notre univers a été bouleversé. Le contexte extérieur se bouleverse chaque jour, à tout moment. Ce qui fait qu'on a, même si l'homme a une capacité extraordinaire d'adaptation, même infinie, je dirais, puisqu'il a, voilà, on n'utilise pas tout notre cerveau, etc. Je laisserai les spécialistes en parler, mais c'est vrai qu'on a cette capacité. Mais pour avoir cette capacité, il est nécessaire de prendre du temps pour soi. Donc, je remets une couche sur les 4 R. Donc, on sera sur de la relaxation, voilà, de la respiration, cohérence cardiaque, vraiment sans en abuser. Voilà. On sera en mesure de réfléchir pour ensuite réagir. Voilà, réagir, interagir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. C'est une discipline qui nous permettra de pouvoir déjà, dans un premier temps, mieux accueillir ce qui se présente. Mieux accueillir quoi d'autre? Donc, quand on parle de toujours, je n'arrête pas de le dire, toujours et encore prendre soin de soi, être à l'écoute de soi. Mais pour être à l'écoute de soi, il faut déjà être plus détendu. Voilà, pour être détendu, il faut aussi savoir accueillir les émotions, comprendre et accueillir les émotions. Donc, j'invite aussi les personnes qui le souhaitent à se faire accompagner pour cela, parce que ce n'est pas facile. Ça peut faire passer dans différents états, d'arriver à être en phase avec ses émotions. Mais les émotions sont faites pour les vivre, qu'elles soient des émotions, s'il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions qui vont générer peut-être, voilà, ça peut être de la colère ou autre, mais ça doit sortir. On doit vivre nos émotions, qu'elles soient justement bonnes ou moins bonnes. Ce sera ça, savoir accepter le facteur temps, voilà, pour mieux comprendre, accepter et guérir. Le facteur temps, ça c'est, on ne peut pas, face à une situation qui se présente tout de suite d'un claquement de doigts ou voilà, d'un coup de baguette magique, se dire je vais pouvoir réussir à tout affronter. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et c'est un cheminement qui prend du temps et qui n'est pas simple. Voilà, c'est une chose qu'il faut accepter aussi. Voilà, donc pour donner du sens, ce que j'aurais dit en amont est important parce que quand on est dans la sphère émotionnelle, on ne peut pas réfléchir, c'est pas possible. On va plutôt déborder. Donc se soigner, prendre le temps de se recentrer sur soi, c'est primordial pour arriver à comprendre, accepter, donner du sens. Pour accepter, il faut donner du sens et pour arriver à guérir. Donc accepter, ça va être de prendre le temps de considérer ce qui se passe, ce qui se présente à moi de façon, on va dire, avec une position plus détachée, puisque je serai moins dans l'émotionnel. Quand j'aurai pris ce temps, je serai plus en mesure de pouvoir me dire, en fait, il s'est passé tel événement, c'est fait, je ne peux pas revenir dessus. Par contre, comment je peux faire pour mieux vivre la suite? Parce que la suite est devant moi, en fait, l'avenir est devant moi. Voilà, donc si on peut remettre à l'écran, la prochaine étape, donc quand j'aurai pris ce temps pour guérir, et ça peut même se faire de façon simultanée, c'est avoir des affirmations positives, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour cultiver une image positive de soi-même. Pourquoi? Ça permettra d'avoir de meilleures capacités, d'avoir plus confiance en ses capacités pour affronter,
faut le dire, hein, Ouais. les autres événements extérieurs qui viendront. Et même mieux se gérer soi. D'accord? Donc, vraiment cultiver un état d'esprit positif par de l'affirmation positive. J'ai vécu un événement qui m'a traumatisé. Eh bien, pendant un certain temps, pendant peut-être 3 semaines, je vais répéter chaque jour, je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Mais je suis quand même forte. Je suis fort. J'ai subi ça. Wow. Et je suis debout. Et puis là, gratitude, reconnaissance. Je suis en vie. Mais il y a d'autres qui ont moins que moi. Ah ben quand même, j'ai autant de possibilités. J'ai toutes mes capacités ou j'ai telle capacité. La reconnaissance. Voilà. Donc, quand on aura fait cela, eh bien, ça va être, en parlant de reconnaissance et de capacité, hein, ça va être de pratiquer une activité nouvelle qui va nous challenger. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je me suis lancée récemment dans des TikTok. Voilà, parce que je voyais mon TikTok. Ah bon? Ah, d'accord. Je voyais mon fils faire et en fait, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire quelque chose un peu de dynamique avec ma petite touche d'humour que j'aime bien. Petit clin d'œil à Pascal, on se revoit prochainement, hein, chers téléspectateurs. Mais de manière à donner en quelques secondes des techniques, des astuces pour se sentir mieux, pour être dans le mieux-être. Voilà, donc ça, voilà, c'est trouver des activités qui vont nous challenger, de nouvelles activités. Ça peut être une par semaine qui va nous motiver. Et quand on va à la fin, une première fois qu'on voit qu'on réussit, on se dit, oh, j'ai réussi ça. Yes! Je vais continuer. Quand j'aurai fait cela, ça va être aussi, par la suite, d'être en mesure de prendre le temps de résoudre des problèmes. Ouais. Plutôt que de dire, c'est un fait, c'est bon, gay, ça, résignation, colère, résistance, résilience. Se dire, OK, il y a tel problème devant moi, j'ai géré les émotions, mais comment je peux réussir à en sortir? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que j'ai déjà su mettre en œuvre dans le passé? Ou qu'est-ce qu'une collègue, un ami a su mettre en œuvre? On peut appeler le joker, l'ami. Qu'est-ce que tu aurais fait dans telle situation? Comme ça, nous, on se sort de la situation difficile et on est déjà en action pour mettre en place des actions qui seront justement challengeantes pour nous, hein, puisque l'homme a besoin d'être challengé. Hein. Ça, il faut le savoir aussi, n'est-ce pas? Et voilà. Et quand on aura fait cela, eh bien, ce sera de vraiment mettre en place les actions, les faire, passer à l'action. L'action permettra en fait de sortir de la zone justement, on va dire la sphère mentale, où on est dans une réflexion, parce que c'est à ça aussi, ça peut générer une procrastination. Quand on passe à l'action, eh bien, du coup, je me renforce et je passe dans la résilience. D'accord. Et en fait, pour parler de liberté, pourquoi j'ai parlé de liberté, oui, Danick? Justement, j'allais poser la question, oui. Alors, comment on peut se sentir libre à ce moment-là? Eh bien, déjà, je pense qu'avec ce qu'on a pu dire, déjà, on sera moins, comment dire, dans la sphère émotionnelle. On sera moins dans les ascenseurs émotionnels. Oui, il faut ne pas être bien. Il faut accepter, hein, par contre, de ne pas être bien. On a le droit de ne pas être bien. J'ai le droit de pleurer. Si je veux passer une journée à ne rien faire pleurer, je pleure. Il faut laisser sortir, ne pas garder. Par contre, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que je vais tirer de cette expérience. Quand j'aurai réussi à sortir du déni, à, on va pas dire maîtriser, mais à apprivoiser l'ego. Parce que notre ego peut être notre allié, comme il peut être aussi notre pire ennemi, quand l'orgueil est trop présent. Eh bien, quand j'arriverai à sortir de cette zone-là pour en faire plus mon allié, hein, mon ego, eh bien, les situations seront... Je vais surfer sur la vague. Je serai plus libre, puisque j'aurai plus de capacité, plus de confiance en mes capacités pour sortir d'une situation et tirer quelque chose de positif de tout cela. D'accord, OK. Qu'en penses-tu? Ben, c'est une expérience que je conseille à tous de pratiquer. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une période très compliquée. C'est ça. Et l'émotionnel est très fort en ce moment. Et beaucoup de gens n'arrivent pas, quelquefois, à gérer leurs émotions et réagissent, j'ai pas envie de dire n'importe comment, mais enfin réagissent mal. Oui. Donc, effectivement, cette confiance qu'on peut reprendre en soi par le biais de la résilience vers le chemin de la liberté, ben, je pense que c'est une démonstration qui n'est pas théorique, elle est tout à fait pratique et qui s'applique particulièrement à la période actuelle. Tous ces gens, je le dis souvent, actuellement, nous vivons qu'on sardine, confiné, on n'est pas libéré, on a des choses qu'on ne peut plus faire, etc. Et ça crée une angoisse, ça crée un stress. Je discutais hier avec une responsable du cinéma de la Martinique qui me disait que les gens ne peuvent plus aller au cinéma comme avant, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas, etc., etc. Et ça crée effectivement une tension. C'est ça. Et dans un couple ou dans une famille, le fait qu'on soit pratiquement confiné à bord de 20 heures maintenant, puisque c'est la loi qui a été
obligé qui a été appliqué ici, ça crée effectivement une tendance. Donc, effectivement, il faut pouvoir, premièrement, trouver des activités nouvelles. C'est ça. Et puis, progressivement, surmonter ce côté émotionnel et permettre progressivement grimper vers sa liberté intérieure et la faire ressentir à l'extérieur. Et si je peux ajouter, je n'ai pas parlé de ça, quelque chose que j'affectionne particulièrement, le sport. Oui, le sport, c'est un sacré exutoire. C'est important de trouver des exutoires. Quand je parlais d'activités challengeantes, mais justement, le sport peut aider. Quand on n'a pas d'idée justement sur quelque chose qui soit innovant, je ne sais pas, ça peut être de la peinture, de l'écriture. L'écriture aussi, c'est un exutoire. Aussi, le sport, l'écriture. Déjà, on peut commencer par ça. Donc, je donne vraiment ces deux techniques-là pour commencer. Même chez soi, on est confiné, mais il y a moyen. Mais tout ça, pour y arriver, il faut déjà arriver à prendre le temps de recul sur soi-même pour arriver à avoir toutes les capacités qu'on a à l'intérieur de soi. Le bonheur est en nous, en fait. Il faut juste arriver, en fait, à le découvrir et à le cultiver. Oui. Le bonheur, ça commence par B, comme Barbara. Attends, terminé. Bon, pour aller plus loin, donc, si on peut mettre l'atelier que je propose, pour aller plus loin, justement. Voilà, donc, rapidement. Pour aller plus loin et voyager. Donc, si vous le souhaitez, donc, chers téléspectateurs, vous avez envie de vous ressourcer, de faire un voyage intérieur, d'apprendre à mieux se recentrer sur soi-même, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve le 29 janvier au centre Majayan Spa. Hein, donc, l'adresse est citée. Vous aurez toutes les infos sur ma page Facebook et la page Instagram aussi, et puis même WhatsApp pour ceux qui l'ont. Donc, au programme, un éveil au bien-être intérieur, vraiment un voyage pour se créer sa bulle intérieure de bien-être. Il y aura aussi une séance de hammam, donc en 2 sessions, 9h ou 14h. Ouais. Voilà, donc les places sont limitées, évidemment, puisqu'il faut qu'on respecte les mesures sanitaires, les gestes barrières. Voilà, et puis la jauge. Voilà, évidemment, de préférence entre famille, hein, c'est quand même plus mieux. Oui, bien sûr. Famille, voilà, ou encore amis. Mais voilà, sachez que ce sera une amorce pour que vous puissiez ensuite cultiver cela au quotidien. Voilà 50, ce que je propose. 54, si le contact, on le voit, ça s'affiche. Si vous voulez aller plus loin et mieux vous ressentir. Voilà. Exactement. Et je remercie donc le magasin Ladybug, voilà, pour la belle tenue. Et puis, bien entendu, tous mes partenaires habituels, hein, un petit clin d'œil. Voilà, merci à tous. Et moi, on te remercie d'être venu. Voilà, 13h27, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour conclure le journal. Et puis, pour la deuxième et dernière chronique, c'est Naomi Milne, chronique que je dépose à ça. On verra de quoi il parle tout à l'heure. Il est 13h28. Voilà, il est exactement 13h32. On retourne sur le plateau du Z7, c'est la dernière partie. Et on va tout de suite aller faire un petit tour du côté de l'équipe de Para-Canawe. Et c'est en préparation. Et c'était à Pointe-à-Pitre avec Vianney Valverde. On regarde un petit parti. Depuis quelques années, par convention, d'accueillir les athlètes de l'équipe de France paralympique. Donc c'est d'autant plus motivant, non seulement qu'ils ont de bons résultats aux Jeux Olympiques de 2016, à Tokyo également. Et nous sommes maintenant labellisés Terre de Jeux, donc plus que jamais, nous sommes en phase d'accueillir, donc dans la perspective de Paris 2024, ces champions pour se préparer pendant cette période hivernale chez eux, dans de bonnes conditions, ici, à la base de canoë-kayak de Pointe-à-Pitre. Il s'agit donc du collectif France Para-Canoë, qui est composé donc de 5 athlètes présents sur ce stage. Parmi ces 5, donc, on a les 2 médaillés des Jeux paralympiques de Tokyo, Nélia Barbosa, médaille d'argent, et Rémi Boulet, médaille de bronze. Nous avons aussi donc 3 autres athlètes qui sont venus compléter donc, ce collectif, qui se préparent tous donc, pour Paris 2024. Le soleil déjà, parce qu'en ce moment en métropole il fait très froid, on a des températures négatives, les rivières sont en crue, donc il est très compliqué de naviguer dans des conditions pareilles. Et ça fait plusieurs années, donc là c'est la 3e année qu'on vient s'entraîner en hiver en Guadeloupe. Donc là les conditions sont idéales, donc, notamment pour la température, mais aussi parce qu'on a un super site qui est Rivière-Salée. On s'est entraîné pour les Jeux de Tokyo sur Rivière-Salée parce que les conditions ressemblaient beaucoup à celles qu'on a eues cet été à Tokyo. Et puis là, forcément, comme il faut continuer de s'entraîner, on revient en Guadeloupe parce qu'on a été très bien accueillis et on adore les conditions. Ça bouge pas beaucoup, donc pour nous les bassins qui bougent pas beaucoup c'est excellent. Et puis forcément, je reviens quand même au climat, même si on a dit à part le climat. Et puis après, ça nous permet quand même de pouvoir s'entraîner vraiment au chaud l'hiver. Donc pour nous, c'est idéal. Le crêpe, c'est un bon accueil. La base nautique est un super accueil.
Donc honnêtement, tout est au rendez-vous pour vraiment progresser et s'entraîner fort. Et on le voit parce que maintenant, il y a l'équipe de France aussi de canoë-kayak valide qui viennent maintenant s'entraîner en Guadeloupe. Ils nous ont suivis. Donc voilà, on a ouvert la voie et maintenant on a ouvert la voie aussi aux valides, donc c'est cool. À grande échelle, c'est les Jeux de Paris, bien sûr, mais plus proche, ce sont les courses internationales. Donc on a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des coupes du monde, sur lesquels il faut performer également. Donc là, pour cette année, ça va être les championnats du monde. Et voilà, donc ces gens qui font du canoë sont ce qu'on appelle le para-canoë, et les championnats du monde se préparent chez nous. On va clôturer le ZCL News aujourd'hui avec une chronique, la chronique de Noémie Mille. Elle est là-bas, mais elle suit le fil, comme on dit, et elle a décidé, comme chaque mardi désormais, de chroniquer pour le ZCL. C'est parti. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle « Je dépose ça là », mais il a déposé Ibazot. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, dans la chronique du jour, je vais parler de certaines dérives de la société en lien avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Il s'agit des mésusages de sites comme OnlyFans, Mime, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Alors ce sont des sites qui ont été créés initialement pour les créateurs de contenu afin qu'ils partagent un contenu exclusif, accessible uniquement si on a payé un abonnement mensuel. Exemple, un coach sportif qui met en ligne un programme 100% inédit, accessible uniquement aux abonnés qui ont payé l'abonnement mensuel. Effectivement, c'est une bonne stratégie marketing pour ces réseaux sociaux puisque l'être humain, on le sait, est en quête de pouvoir, aime se sentir privilégié, donc les utilisateurs sont gagnants puisqu'ils ont accès à du contenu que les autres fans n'ont pas. Et les créateurs de contenu ont la garantie d'avoir un revenu mensuel fixe. Donc vous allez me dire, en quoi est-ce une dérive? Tout a commencé lorsque les créateurs de contenu pour adultes sont venus s'inscrire sur ces plateformes. Petit à petit, ça s'est démocratisé, je ne sais comment, ça s'est même banalisé. Maintenant, on peut voir des gens complètement inconnus, des gens lambda qui viennent s'inscrire sur des plateformes OnlyFans et qui commencent à faire du contenu amateur pour adultes. Des gens qui n'auraient jamais eu une carrière dans ce domaine si ces sites, réseaux sociaux, n'avaient pas existé. Donc le but de la chronique n'est pas de stigmatiser les personnes qui travaillent dans ce milieu. Chacun fait ce qu'il veut, à partir du moment bien sûr où la personne est consentante, est adulte. Le but est avant tout de souligner le fait que ce soit aussi banalisé dans notre société actuelle. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on connaît tous une personne qui s'est mise du jour au lendemain à vendre du contenu pour adultes. Alors pourquoi ces personnes s'inscrivent comme ça sur ce genre de plateforme pour faire ce genre de contenu? Parce que je le rappelle que ces plateformes ne sont pas créées uniquement pour ce style de contenu. Un chanteur, un créateur de vidéos de cuisine peut très bien s'inscrire sur OnlyFans et exiger un abonnement mensuel à ses abonnés pour poster du contenu exclusif. Admettons que vous mettiez le prix de votre abonnement mensuel à 13 €. Vous avez 200 abonnés, ça vous fait déjà, en retirant les charges, 2 000 € par mois de revenus fixes, sans compter les contenus personnalisés que vous pouvez faire à la demande de vos fans et qui sont aussi rémunérés. Et plus ce sera banalisé dans la société, plus les mineurs vont considérer que c'est normal parce que c'est ce qu'on leur montre. On leur montre de l'argent facile, on leur montre cette objectivation du corps humain, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont sur ces plateformes. Donc je vois déjà les débats arriver, certaines personnes qui vont venir me dire qu'il y a des tribus qui, elles, ne portent pas de vêtements et qui n'ont pas ce genre de vision du corps. Eh bien je répondrai à ces gens-là que dans les tribus en question, les personnes ne postent pas de contenu sur OnlyFans parce que justement elles n'ont pas cette vision objectivée du corps humain. Dans notre société actuelle, nous avons cette vision objectivée du corps humain et lorsque vous participez à ce genre de pratique, c'est-à-dire à la vente de contenu pour adultes, vous participez à cette objectivation du corps humain. J'ai entendu aussi des personnes dire que c'était positif, notamment pour les femmes, avec le mouvement féministe. Donc les personnes qui disent combattre ceci, mais qui ont un compte OnlyFans et qui font ça sur leur compte OnlyFans, je suis désolée, mais votre combat n'a aucun sens. Pourquoi ces plateformes ne censurent pas ce genre de contenu? Tout simplement parce que en 2022, c'est ce qui vend. On le voit dans les publicités, on le voit dans les séries, on le voit dans les films. D'un côté, vous avez la vie qui devient de plus en plus chère, les personnes qui perdent progressivement leur emploi à cause de la crise actuelle. Forcément, les gens, ils auront le réflexe de se tourner vers l'argent facile, vers l'argent rapide. Combien de photographes voit-on changer complètement de style de photographie pour se concentrer sur du nu, parce que ça vend?
Et c'est en ça que je dis que c'est une dérive de la société. L'hypersexualisation, omniprésente dans tous les aspects de notre quotidien. Le fait que ce soit tellement banalisé que des personnes qui n'y auraient jamais pensé se disent « Tiens, puisque tout le monde le fait, alors c'est normal, je le fais, moi aussi ». On connaît tous une personne qui s'est mise du jour au lendemain à créer du contenu pour adultes sur OnlyFans, sur Mime, des personnes qui n'auraient jamais fait ça auparavant si ces plateformes n'avaient pas existé et si ces pratiques n'avaient pas été banalisées dans notre société. On sait que c'est un domaine qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Néanmoins, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus accessible avec Internet, notamment aux personnes mineures. Et c'est vraiment le but de la chronique. C'est vraiment le fait que des personnes mineures, des personnes vulnérables aient accès aussi à ce genre de contenu et aient accès à la possibilité de mettre en ligne ce genre de contenu. J'ai déjà vu des personnes mineures qui sont sur OnlyFans, qui sont sur Mime et qui postent du contenu pour adultes, voire même du contenu pornographique. Tout simplement parce que c'est de l'argent rapide, facile à faire depuis chez soi. Dans une période où il y avait des confinements, il suffit de voler la carte d'identité de sa mamie et de s'inscrire sur OnlyFans. Ceux qui veulent faire du contenu pour adultes ont le droit de faire du contenu pour adultes. Mais ce n'est pas une raison pour le banaliser, parce que ce n'est pas banal. Quand ce marché sera saturé, il faudra bien trouver autre chose pour vendre. Dans ce cas, ce sera quoi? Les animaux? Les enfants? Regardez les programmes éducatifs dès l'âge de 4 ans de l'Union européenne. Regardez s'il n'y a pas des programmes d'éducation sexuelle pour les enfants de 4 ans. Voilà, c'était donc Noémie sur ces réseaux sociaux un petit peu particuliers qui sont de plus en plus fréquentés, elle l'a dit, et c'est important. On va revenir sur l'actualité. De ce matin, nous avons fait, ce midi, nous avons reçu 2 cinéastes, Sarah Ndiaye et Shanna Ndiaye, qui ont présenté une plateforme qui s'appelle Gwanda Hollywood. On a vu des films qui sont en ce moment sous cette plateforme numérique, comme ça se fait de plus en plus. Ces 2 personnes sont 2 cinéastes, et d'ailleurs la petite jeune là, Shanna Ndiaye, a déjà remporté plusieurs festivals, plusieurs prix dans les festivals. Et puis nous sommes allés à la rencontre de soi avec Barbara Montpierre, qui nous a parlé un petit peu de la résilience vers la liberté dans le système actuel, où les gens vivent de façon anxiogène. Mais justement, sur ces façons anxiogènes, Noémie Mille, avec la chronique Je dépose ça là, a fait le point. Et puis l'actualité, c'était le blackout hier soir. Tout côté était café noir, il manquait du courant, l'eau ne fonctionnait pas, l'Internet ne fonctionnait pas. EDF s'est excusé devant la caméra de Gregory Labs pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi pratiquement plus de 100 000 Guadeloupéens ont été privés d'électricité pendant un certain temps. Comment les Guadeloupéens vivent-ils l'adaptation du pass vaccinal et du pass sanitaire au pass vaccinal? On a vu un micro-trottoir avec Maxime Mauriel et Stanley Manicor. Les réponses sont un petit peu modérées. Et puis, la sécurité routière, on n'arrête pas d'en parler. Il y a eu un mort hier soir au Moule. Un garçonnet a été heurté par une voiture aujourd'hui encore. Déjà 2 morts depuis le début de l'année. Je rappelle le triste bilan de l'année dernière, 65 morts. C'est ni trop. Ralentissez moins, râlez frère là, pas boire l'alcool au cas où les voitures là, enfin, vous savez tout ça, mais je crois faire quand même. Et puis on a fait un petit tour du côté du para-canoë. Tout cela avec la réalisation de Yann. 13h43, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est mercredi. On va recevoir la responsable de l'UGTJ, avec qui on fera le point du conflit qui est en cours et du mouvement social de jeudi prochain. À demain, bon appétit si on n'avait pas encore déjeuné.